Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une visite du Havre en survol en F-16. Alors, en F-16, survol du Havre, non, particularité, on va le faire en 1944 et on va le faire façon retour vers le passé. Alors, quitte à voyager dans le temps, bon, autant voyager avec un avion qui a de la gueule, hein, comme disait de ce cher Doc Brown. Et j'ai aussi l'envie de rentrer un tout petit peu dans l'histoire de ce bombardement du Havre en 1944, juste après l'opération Overlord. Pour faire simple, j'ai mis un certain nombre de chapitres. Je sais que la vidéo va être un petit peu longue, donc vous pourrez regarder dans les commentaires et descriptions, vous allez avoir tous les éléments de chapitrage. En attendant, je vous fais un petit sommaire très rapide de ce que l'on va faire. Oui, c'est Rommel. Ah, bonjour. Comment? Comment? Où? En Normandie? Tuxfield. Tu crois que ça passe le Mac, hein, un pingouin? Alors, pour remonter le temps de notre F-16, eh bien, écoutez, on va repartir au 6 juin 1944, hein, c'est le début de notre histoire, et en F-16, oui, oui, parce que voilà, c'est plus rapide, c'est plus facile, c'est plus agréable, plutôt que les avions de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va faire un tout petit peu d'histoire. Donc en 6 juin 44, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va? Pourquoi Le Havre est une place stratégique après le débarquement en Normandie? Quelles sont les informations connues, hein, ce qu'on a aujourd'hui, donc en 2024, sur ce qui s'est passé réellement, quelles sont les sources ouvertes, où est-ce qu'on peut trouver de l'information? Et bien sûr, on parlera de la situation du bombardement et les dégâts, ce que ça a fait sur la ville, pourquoi il y a eu ce bombardement, quels étaient les enjeux, et comment on a pu y accéder. Euh, Ensuite, on fera bien sûr notre survol en F-16, donc en 1944, avec une carte DCS de 1944. Alors évidemment, on est dans l'anachronisme le plus total. On va décoller de Deauville, donc qui est au sud de la baie de Seine, et on va monter donc plein nord, à 10 degrés nord à peu près, directement sur Le Havre. Et on parlera enfin de la reconstruction de la ville après 1944, parce que là c'est un élément aussi qui est important. Euh, Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Quels sont été les éléments d'architecture qui ont suivi justement tous ces dégâts et ces bombardements? Alors depuis le 6 juin 44, hein, si on se remet dans le contexte historique, vous avez là sous les yeux une carte de la Normandie. Donc Paris est ici, Le Havre est ici, vous avez Cherbourg qui est à cet endroit, et Saint-Malo, Rennes, etc. Vous m'avez compris. Donc l'opération Overlord, donc, qui est l'opération de débarquement allié, donc c'est basé ici sur la partie Ouistreham jusqu'au Bayeux, Sainte-Mère-l'Église, etc. Je vous refais pas l'histoire. Ce qui est intéressant de voir sur cette carte, c'est la progression des alliés. Donc j'ai fait cet exercice de placer les dates où les villes ont été libérées euh, à la suite du débarquement normand. On remarque que globalement, on a eu évidemment à Saint-Lô, quand je dis évidemment parce que c'est des éléments historiques, on est ici dans la bataille, dans la guerre des Haies, hein, en Normandie, la bataille de Caen, et bien sûr un peu plus loin la bataille de Falaise, qui auront été vraiment des éléments très très retardants de l'avancée américaine, de l'avancée alliée. Donc on est donc le 6 juin, on se retrouve à Saint-Lô le 28 juin, vous voyez qu'il y a presque 2 semaines, 3 semaines de combat, 28 juin aussi pour Caen, et là vous voyez une fois que la bataille de Falaise a eu lieu, on est au 20 août à cet endroit-là. Ce qui nous intéresse c'est plus cette partie-là évidemment, c'est la partie du Havre, et même logique, n'oublions pas que Paris a été libéré le 25 août 44, donc vous voyez que depuis le 6 juin, les Alliés ont fait une énorme progression. Et en fait, ce que l'on remarque, c'est qu'ici, toute cette zone-là a été libérée relativement tardivement, puisque 1er septembre, par exemple, pour Yvetot, 30 août pour Rouen. Donc vous voyez qu'on a presque 3 mois de combat, et donc en l'occurrence une très faible avancée sur cette partie-là. Alors ça s'explique évidemment, vous voyez où je veux en venir, c'est que le bombardement qui a eu lieu sur Le Havre a eu lieu le 6 septembre 44. 6 septembre, 6 juin, vous voyez là un petit peu le delta de temps qui est entre les deux. Et donc, si on continue un tout petit peu cette vision cartographique, on se rend compte que les Allemands avaient bombardé Cherbourg le 25 juin, comprenant très très vite qu'il fallait un port en eau profonde pour le ravitaillement allié, américain entre autres,
Et bien sûr que la place du Havre était une place extrêmement stratégique puisque c'était le deuxième port en eau profonde très très proche des plages du débarquement. Donc globalement sur la zone qui était tenue par les Alliés. Si on va un tout petit peu plus loin encore, on regarde le Havre en 44, eh bien on s'aperçoit qu'évidemment c'est une place forte, qui a un risque majeur d'attaque sur les convois alliés, de ravitaillement entre autres, hein, souvenez-vous de Napoléon, la problématique de l'étirement des zones de ravitaillement, entre autres sur le plan Barbarossa par les Alliés jusqu'en 42. L'absence de port en eau profonde pour les Alliés est un problème majeur, ce qui va permettre le développement assez rapidement, puisque le port d'Aromanche en fait va être un port artificiel construit de toutes pièces en Mulberry. Ce port, hein, que vous avez ici en photo, donc qui est en gros des gros blocs de béton qui ont été coulés pour faire brise-lames, ce port ne peut pas contenir tout le ravitaillement américain, tout le ravitaillement allié pour alimenter le front. Moralité, on comprend très très vite que le Havre devient le petit caillou dans la chaussure des Alliés sur cet environnement-là, où, pour rappel, il y a encore une Kriegsmarine qui est présente, il y a les fameux Schnellboot qui sont les bateaux torpilleurs, donc qui peuvent intervenir sur tous les convois, et donc cette place allemande est extrêmement stratégique, puisque évidemment Cherbourg n'est plus. Hein. Alors si on regarde encore d'un peu plus près, en 1944, donc la ville a été complètement encerclée par les Allemands, elle est largement occupée, hein, c'est une garnison d'un peu plus de 10 000 hommes, et c'est une ville qui évidemment est extrêmement stratégique, parce que située à l'estuaire de la Seine, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, la Seine arrose Paris, donc c'est quand même la capitale, ça permet tout un tas de choses en termes de déplacement fluvial évidemment, et puis évidemment aussi tous les éléments de ravitaillement importants, munitions, pétrole, etc., industries qui sont présents sur le Havre. Donc c'est une ville qui est vraiment stratégique dans tous les sens du terme. Alors évidemment, les Alliés vont s'arranger pour essayer de prendre cette ville. C'est ce que vous avez ici sur le plan. Donc on est en 44 hein, sur cette date-là, et donc en l'occurrence c'est l'opération Astonia. Cette opération elle a lieu le 10-12 septembre, donc on est postérieur au bombardement anglais sur le Havre. Mais ça vous donne un tout petit peu les zones de friction sur la ville. Vous regardez donc les Alliés sont arrivés par le nord-est de la ville et sont descendus vers la zone de Sainte-Adresse, puisque là vous aviez tous les commandements allemands, et puis bien sûr vers le port, qui était la zone stratégique qu'il fallait prendre. Alors, le raid anglais du Bomber Command a commencé le 5 septembre 1944. C'est un raid au sens Bomber Command, c'est-à-dire avec une logique de tapis de bombes, comme il y en a eu lieu sur un certain nombre de villes en Allemagne, hein, Dresde pour ne pas les citer. La logique de ce bombardement-là, c'est une logique d'attrition très forte auprès des Allemands. Faut pas, c'est pas le premier bombardement qui a eu lieu sur le Havre, hein, loin de là. Il y en a eu d'autres en 1940 avec un certain nombre de destructions. Il y a eu aussi des actions de sabotage, donc qui sont très très documentées sur Internet. Je vous invite à rechercher. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de ça. Il y a même eu a posteriori des travaux d'expertise, d'ailleurs jusqu'en 2014, alors, sur les risques de toxicité dans le port, dû en fait essentiellement aux munitions. Bref, ce raid débute le 5 septembre 1944, décidé par le Bomber Command représenté par Arthur Harris. Alors Arthur Harris, c'est l'homme qui est tristement célèbre dans la doctrine anglaise et américaine du tapis de bombe de haute altitude. Hein. Les avions, globalement, volent à 8-10 000 mètres et larguent leurs bombes avec un viseur, comme on le voit dans un certain nombre de films, dont les films américains, les films anglais, etc. Bref, ces avions-là sont des raids de très haute altitude. Il y aura 500 bombardiers, plus de 5000 tonnes de bombes qui ont été lancées, et bien sûr 200 000 bombes au phosphore, ce qui aggravera bien sûr la situation. Les avions, c'est essentiellement de l'Avro Lancaster. Les Mosquito servent essentiellement pour la partie reconnaissance des bombardements, donc c'est eux qui larguent les fumigènes en fait sur les zones cibles, hein, sur les zones stratégiques. Et certaines typologies de bombes, alors elles ne sont pas toutes comme celle-là, mais ça c'est du SLAM, hein, et c'est une bombe qui, entre autres, a été rendue célèbre puisque c'est elle qui a coulé le Tirpitz dans les fjords norvégiens. Bref, vous avez ici l'armement classique du Bomber Command, et la doctrine, c'est d'envoyer un certain nombre de bombardiers, en l'occurrence la 500 en plusieurs vagues,
qui vont directement larguer leurs munitions sur les zones destinées. Résultat de tout ça, donc ce bombardement du 5 il va perdurer pendant quelques jours, il va durer jusqu'au 6 ou 7 de mémoire, donc globalement 4 jours. Le bilan est relativement élevé puisqu'on a 2000 havrais qui vont mourir, et puis bien sûr beaucoup de bâtiments qui sont détruits, donc il y a des 80 000 sinistrés, plus de 10 000 maisons détruites. Bref, on comprend bien que c'est un bombardement qui est de grande ampleur, et évidemment, vous m'avez compris, la question qui fâche, c'est évidemment l'aspect stratégique de ce bombardement. Pourquoi? Pourquoi a-t-on bombardé la ville dans ce contexte-là? Était-elle vraiment stratégique, etc. Beaucoup de sujets autour de ça. En tout cas, la ville sera libérée officiellement par les troupes canadiennes le 12 septembre. Et bien sûr, la question de l'utilité de ce bombardement va se poser. Elle fait encore d'ailleurs polémique aujourd'hui. On n'a pas tous les éléments de l'histoire, entre autres parce que le gouvernement britannique n'a pas libéré toutes les informations stratégiques de la période 39-45. Donc on aura peut-être dans le futur des informations plus précises sur les raisons de ce bombardement. Ok, nous voilà dans notre F-16. Alors on est dans notre cockpit tranquillement, on est à l'aérodrome de Deauville. Vous voyez que c'est une piste en herbe, et oui, voilà, à l'époque, la piste elle était un petit peu rudimentaire. Sur votre gauche, quelques trous de bombes. Nous sommes en 1944, donc on a décidé de voyager dans le passé, sauf que évidemment nous n'avons pas de connexion, etc. Mais ça c'est pour le fun évidemment, hein. On est là pour se faire plaisir aussi. Alors on va s'aligner en bout de piste, la piste est en herbe, voilà, donc j'ai pris un F-16 4x4, comme vous pouvez le remarquer. Alors je ne sais pas du tout si on va avoir un décollage qui va bien se passer, j'espère que on va pas avoir trop de secousses. Pour rappel, nous on passe la limite du temps non pas à 88 miles mais à 180 nœuds. 180 nœuds c'est la vitesse de décollage d'un F-16 en post-combustion. Et donc on va s'aligner tant bien que mal sur cette piste en herbe. Donc là c'est une piste où on va être probablement chahuté. Ok, je m'aligne. La piste est très courte. Donc il va falloir pédaler 2 fois plus vite. Piste très courte. Voilà. Ok. On est calé. Vous avez les hangars époque 1944. C'est des aérodromes qui ont effectivement été bombardés par les Alliés, hein, évidemment. Bon, voilà. On est dans la reconstitution historique, tout n'est pas évidemment tout à fait réaliste. DCS d'ailleurs de ce point de vue-là ne l'est pas totalement, hein. Il y a beaucoup de choses, vous verrez, la reconstruction n'a pas été forcément très très fidèle à l'historique. Allez, c'est parti, post-combustion. Ok. C'est parti. Comme prévu, ça va secouer. Voilà, super, un petit rodéo. Oh là là, on s'approche des arbres, vitesse grand V. J'ai bien fait de viser. Allez, c'est parti. Un peu tendu comme décollage quand même. Je pense que l'atterrissage va être sympathique. Ok, 250 nœuds, c'est parfait, on fait notre virage, direction la baie de Seine, donc qui est sur votre gauche en haut. À 1300 pieds, donc on est vraiment au ras du sol. Voilà, on s'aligne et le Havre est face à nous. Vous voyez que c'est l'avantage du F-16 pour faire des vidéos, c'est que ça va vite. On n'a pas de temps à perdre, et comme ça vous avez l'essentiel sans avoir le, j'oserais dire, le superficiel. Je crois qu'on est déjà un tout petit peu rapide. 400 nœuds, vous voyez, 396, 400 nœuds. La traversée de Seine va beaucoup plus vite qu'avec le bac, hein, ça c'est l'avantage. Ok, voilà le port du Havre juste en face.
Au fond là-bas, vous avez la ville de Sainte-Adresse, donc qui est la pointe limite. Voilà. Donc, vous voyez que à 1500 pieds, on peut pas trop se louper. On voit exactement comment est la ville. C'est vraiment très très facile à reconnaître. Ce qui évidemment créera toutes les polémiques qu'on connaît hein, sur le bombardement. L'estuaire de Seine. Et bien sûr, toutes les zones industrielles qui aujourd'hui sont des zones de stockage d'hydrocarbures. Très très visible d'ailleurs depuis l'autre côté de la baie de Seine. On a le début des falaises calcaires juste devant nous là-bas, à droite, légèrement à droite. Il n'y a personne sur la VHF, c'est quand même bizarre. Alors 709, bonjour le bateau. Ok, voilà la ville. Alors vous voyez que tout ça, et une grande partie, là vous avez des champs en premier plan, tout ça c'est la partie de la ville qui a été bombardée. Je vous disais effectivement dans DCS c'est pas tout à fait exhaustif, loin de là. Ils ont une vision un tout petit peu édulcorée ou peut-être que la carte 1944 elle n'a pas été reproduite dans son intégralité. La carte est relativement ancienne d'ailleurs dans DCS, mais bon, voilà. Ce qui la rend quand même intéressante, c'est qu'effectivement vous voyez toutes ces zones de relief. Je rebondis d'ailleurs sur ce qui est la libération qui a été faite par les Canadiens, où on voit le relief, et donc ils sont arrivés par le haut pour aller sur le port. Voilà les différentes darses, vous avez les industries qui sont autour. Vous voyez le relief voilà, sur le haut là, et vraiment ça descend sur le port du Havre, et toute cette partie là a été prise en premier hein, de hauteur, et puis la descente évidemment vers la zone de friction, la flaque, etc. Alors c'est très difficile hein, dans un F-16, puisqu'on vole à 180 nœuds à peu près, 180, 190, on est à la limite de décrochage de l'avion. Ce qui veut dire que c'est pour ça que vous me voyez régulièrement regarder les instruments. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs le viseur de casque, parce que ça me permet de mesurer systématiquement la portance que j'ai sous les ailes. Les dernières darses, alors évidemment tout ça aujourd'hui c'est une zone complètement construite. Ce qui est assez candide de la part de DCS, c'est d'avoir reproduit toutes ces usines ici, parce qu'elles sont réellement ici, c'est toutes les raffineries. Et un tout petit peu plus loin, vous voyez au fond, alors vous voyez peut-être un petit peu moins, mais vous avez le pont de Tancarville et les usines qu'on connaît bien, puisque c'est Renault Sandouville entre autres, qui est un petit peu plus loin. Voilà, vous avez toute la partie raffinerie qui est ici, et puis Renault Sandouville un tout petit peu derrière. On va continuer donc sur cette pente là qui est sur votre gauche. La route que vous voyez sur la gauche, vous la verrez à plusieurs endroits, ben, c'est l'autoroute actuelle, hein, quand vous descendez sur le Havre, c'est celle qui vous amène au pont de Tancarville. Alors, zone industrielle, donc aussi très remarquable. La ville à l'époque, en 1944, était quand même beaucoup plus étendue, hein, il y avait moins de prés et moins de pommiers, pour être clair, hein, c'était très clairement. La ville était plus étendue. Donc, encore une fois, ne prenez pas DCS au pied de la lettre. On voit bien que là, les problématiques cartographiques sont pas très bonnes. Alors, on va continuer tranquillement jusqu'au pont de Tancarville. Alors évidemment, en 1944, le pont de Tancarville n'existe pas. Il n'existe pas. Il a été construit bien après, je crois que c'est 1965. Voilà, vérifier, mais je crois que c'est 1965. Voilà, et il est là-bas, là, sur l'entrée de l'estuaire de Seine. C'est la partie qui se rétrécit, donc qui simplifie les choses. Il y avait déjà un pont à l'époque. On va le voir pour le coup, ce pont. Qui était un pont relativement simple qui permettait pas le passage des bateaux, soit dit en passant. On continue notre balade tranquillement vers l'estuaire de Seine. Vous voyez qu'en avion c'est quand même très difficile de se perdre. Hein. Là évidemment je suis à basse altitude, mais même à 10 000 mètres vous avez une représentation cartographique qui est extrêmement simple. On
peut vraiment pas se tromper. Le voilà, le fameux pont dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui maintenant là exactement dans l'axe de mon HUD, donc mon Head-Up Display, et bien là vous avez maintenant le pont de Tankerville, voilà, qui est ici, évidemment un peu plus grand, et vous avez les fameux prés, dont j'ai oublié le nom, qui sont systématiquement inondés en hiver sur cette partie-là, voilà, juste ici exactement. Sympathique petite balade en F16, on prend quelques G là, mine de rien. On voit la limite de portance de l'avion, 170 nœuds. Et voilà, heureusement qu'on a un peu d'air au-dessous de nous pour pouvoir reprendre de la vitesse. On file tout droit vers la mer, la Seine sur votre gauche. Nous revenons sur cette langue de terre en bord de Seine. On repasse les industries qui sont maintenant plus larges, raffineries ainsi que usines automobiles, entre autres, hein, puisqu'il y a beaucoup d'industries au Havre. C'est quand même un port de grande importance en France. C'est une ville d'ailleurs très dynamique aujourd'hui. Avec beaucoup d'architecture qui est issue d'ailleurs du classement par l'UNESCO. Toujours des prés à perte de vue, quelques pommiers par-ci par-là. Bon, DCS est un petit peu gentillé avec nous, hein. Il nous a fait... c'est plus facile de mettre des arbres que des bâtiments. Ok, on comprend. Voilà, on est en estuaire de Seine, donc on arrive là sur la partie sud de la ville. On va accélérer un tout petit peu pour se replacer. On va faire un dernier tour de la partie portuaire. Vous voyez que d'un point de vue géographique, on comprend très vite la polémique, hein, qui est autour vraiment de ce bombardement, même s'il peut se justifier dans un point de vue stratégique. D'un point de vue tactique, on a du mal à comprendre pourquoi on n'aurait pas pu descendre un petit peu plus bas et faire des choses plus précises. Allez, on va rentrer en ville parce qu'on a envie un petit peu de s'amuser entre les cheminées, c'est marrant, c'est gentillet. Et on va filer vers le port de commerce, donc le port de commerce qui aujourd'hui, je crois que c'est la Darse Colbert de mémoire, et qui va nous ramener donc vers le centre-ville. Si vous vous promenez d'ailleurs en ville, au Havre, vous verrez régulièrement des impacts sur certains bâtiments, ceux qui ne sont pas tombés, je pense aux cathédrales, aux églises. Vous verrez des impacts, c'est assez impressionnant. Voilà, vous en avez une sur votre gauche, voilà, qui est intéressante. Donc vous avez encore, la ville a encore les stigmates effectivement de ce bombardement. On a vraiment l'impression d'une petite ville de province, hein, bien calme, bien tranquille. On se croirait en 1500 ou en 1600 quelque chose, vous voyez, au moment où on construit les différentes darses. Non, on est quand même très loin de ça sur le Havre à l'époque. C'est beaucoup plus dense, beaucoup plus de population et évidemment beaucoup plus de bâtiments. La grande plage, voilà, qui même en 1944, toute cette partie-là est complètement habitée. Voilà, le commandement allemand était sur cette partie-là, là, sur la côte de cette adresse. Et on va repartir pour aller se poser un tout petit peu plus loin et faire un petit tour au-dessus des falaises. Parce que bon, c'est la partie sympathique aussi, il faut faire un peu de tourisme. Et surtout, on n'a pas l'habitude de voler tous les jours en F-16, soyons bien clairs. La représentation des falaises est plutôt bien faite dans DCS, même si on peut tout bavgoter, hein, mais c'est plutôt pas mal. Et l'ambition là, c'est de repartir plein nord et d'aller se poser sur une des villes proches. Parce que repartir sur Deauville, c'était probablement un petit peu risqué. Donc vous avez vu que le terrain n'est pas en très bon état. Voilà, on a repris un tout petit peu d'altitude, on a mis 200 pieds, donc ça fait 400-600 mètres à peu près avant qu'on est dans ces eaux-là. Je ne vais pas vous faire la conversion en temps réel, c'est pas très grave.
Et on va repartir donc presque plein nord, 50 degrés nord-est. Allez, un petit peu de vol tactique parce que c'est mon grand dada. J'aime beaucoup voler au ras des pâquerettes. Ça donne des images spectaculaires et ça rend les choses sympas. Avant d'aller atterrir. On va repartir avec la suite de notre présentation et on va laisser l'avion se poser tout seul. Sur le front de Normandie, au-dessus de l'embouchure de la Seine, une puissante escadrille anglo-américaine est violemment prise à partie par la DCA allemande. Plusieurs appareils, 226 en 48 heures, devait préciser le communiqué britannique, sont abattus. Alors si on regarde la situation géographique de la ville, j'ai mis ici deux photos intéressantes. Une première qui est la photo de la ville qui est en feu. Vous voyez qu'au fond vous avez l'estuaire de la Seine, donc vraiment vous avez un boulevard, toutes les parties portuaires qui sont ici, et le centre-ville qui est en feu, qui est complètement détruit. Un exemple ici de bombardement avec la situation vraiment, c'est que un tas de gravats, un immense tas de gravats, un champ de gravats, avec un élément remarquable là qui est tout simplement une bombe alliée, probablement anglaise, qui elle n'a pas explosé. Voilà. Alors si on regarde un petit peu les zones qui ont été impactées dans la ville, vous voyez que vous avez cette partie-là ici parce que vous aviez, euh, historiquement je crois que c'était la DCA qui était sur cette partie-là, puisqu'on est sur une partie haute de la ville. Donc la DCA en fait faisait partie des éléments stratégiques. On peut se poser des questions ici, je vais y revenir. Et puis sur le port, là par contre, c'est assez étonnant de voir que finalement la zone portuaire est peu impactée par le bombardement. On aurait pu imaginer que les Alliés voulaient absolument empêcher toute action. On suppose quand même qu'ils ont voulu garder le port intact, parce que pour rappel, le port de Cherbourg, lui, a été détruit par les Allemands, hein, donc au 25 juin, au 26 juin. Et donc, c'est quand même un objectif stratégique pour le ravitaillement, et on a absolument besoin d'avoir ce port en eau profonde. Donc, une garnison de 10 000 hommes, hein, 10 000 Allemands, les quartiers généraux sur cette partie-là, donc là cette partie c'est la zone de Sainte-Adresse pour ceux qui connaissent, et c'est les quartiers maintenant qui sont les quartiers de l'hôtel de ville, etc. Et cette partie-là qui était aussi une zone stratégique parce que vous aviez vraiment toute la garnison qui était là. Bon, euh, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un bombardement de haute altitude, 8000 mètres, et ben, globalement ça a tendance à baver, hein. Et que on n'a pas les systèmes de visée que l'on a aujourd'hui, même si Schwarzkopf nous a, pendant Desert Storm, vanté les mérites du bombardement chirurgical. Quoi qu'il en soit, on a quand même un volume de 5000 tonnes de bombes qui sont larguées. 5000 tonnes, forcément, ça fait quelques dégâts. Et évidemment, ça dérape. Et la question qui est sous-jacente, évidemment, hein, c'est pourquoi ça a dérapé sur cette partie de la ville. On sait quand même, heureusement, que les Alliés avaient prévenu les habitants, leur demandant de quitter la place autant que faire se peut. Cela dit, 2000 morts quand même, hein, 2000 morts quand même. C'est quand même le sujet sous-jacent qui fait toujours polémique aujourd'hui. Alors à partir de 1945, évidemment, la ville va être reconstruite. Il faut savoir que, évidemment, les gens ont vécu pendant tout ce temps-là dans des situations très compliquées, hein. On parle vraiment de sinistrés, donc 80 000 pour rappel. Donc la population a vécu dans des bidonvilles, on ne va pas se mentir, et petit à petit, donc, a été dessinée la reconstruction de cette partie de la ville que vous avez en photo ici. Et elle a été confiée à l'architecte Auguste Perret, probablement pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était un adepte du béton et que ça permettait d'avoir des constructions rapidement mises en œuvre avec des modules préfabriqués.
Donc ça c'est le côté un petit peu intéressant de l'aspect technique de la reconstruction. Les gens vivent dans des conditions exécrables. Alors même si on est dans la période où il y a le plan Marshall, même si, soit, cela étant dit, effectivement, on n'est quand même pas dans le confort d'un appartement moderne. Donc Auguste Perret va débuter ses travaux en 45, l'achèvement se terminera en 64. Vous avez ici un exemple typique de construction d'Auguste Perret au Havre. Et vous voyez que tout ce quartier dont on parlait tout à l'heure, qui était en feu hein, sur les différentes images, va être reconstruit petit à petit. Vous avez déjà un certain nombre d'immeubles qui apparaissent ici, et toute cette partie-là va être reconstruite au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est que la ville va être redessinée intégralement. On va redessiner les plans de circulation, les rues. Alors pas partout, on va déplacer quelques rues aussi, hein. Il y a quelques rues qui vont être un tout petit peu déplacées, mais globalement, on a réussi à recréer une ville un tout petit peu plus rationnelle, si j'ose dire, avec des angles droits un petit peu à l'américaine, mais pas partout d'ailleurs. Et finalement, la reconstruction va démarrer en 45 sur ces conditions-là. Il va y avoir beaucoup de tergiversations sur les plans, les hauteurs des bâtiments. La méthodologie de construction va être remise en cause très fortement, parce que pour rappel, vous avez vu dans les précédentes images, hein, vous avez des tas de gravats partout, et un des premiers projets d'Auguste Perret, ça va être de réfléchir sur la façon de construire sur un sol aussi meuble, puisque on est quasiment à hauteur de la mer, hein, première contrainte. Deuxième contrainte, il y a entre 2 et enfin quasiment 2 mètres de gravats partout dans la ville. Et évidemment, il y a la problématique aussi des sépultures, puisqu'on a 2000 disparus, personnes qui sont mortes sous les bombes, et donc la question se pose de doit-on conserver cette zone comme étant une zone de cimetière, hein, de commémoration. Au final, Auguste Perret va revenir sur un schéma beaucoup plus traditionnel qu'une grande dalle en béton qui aurait couvert toute cette zone, et va reconstruire avec des fondations traditionnelles. Ce qui fait que la ville, évidemment, dispose aujourd'hui sur ces quartiers-là, dispose de peu de caves ou de souterrains, hein, de façon générale, mais par contre, elle est évidemment dans l'état que vous voyez actuellement, c'est-à-dire une ville complètement moderne finalement, avec une architecture très 20-21e siècle. Vous avez des exemples ici aussi de travaux. Vous voyez que les constructions vont se faire au fur et à mesure. L'achèvement va se terminer en 64 et la ville va vraiment va renaître. Alors, il faut quand même être clair, c'était aussi avantageux pour les gens hein, de rentrer dans ces appartements-là, parce qu'ils avaient vécu, pour rappel, pour la plupart, presque 10 ans de bidonville ou d'une certaine forme de pauvreté. Donc c'était des maisons, des appartements avec tout le confort moderne, dont les fameuses salles de bain. Auguste Perret, de ce point de vue-là, était très orienté sur une autre façon de penser le couple et le foyer, soit dit en passant. Alors c'est pas tout à fait dans l'esprit de la chaîne, c'est pas tout à fait dans l'esprit de DCS, mais c'est pas grave, parlons-en. Euh, Auguste Perret voulait absolument que la femme ne soit pas la femme au foyer, foyer au sens cuisine. Et donc tous les appartements ont été conçus pour être ouverts entre l'espace séjour, chambre, etc., salle à manger, pour que la famille puisse se retrouver et que tout le monde puisse se parler. C'est une forme d'érudition, je pense qu'il faut aussi le noter. Ça va d'ailleurs contribuer à un certain nombre de choses, dont évidemment le classement de cette partie de la ville au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est assez remarquable de considérer qu'un patrimoine culturel du XXe siècle rentre à l'UNESCO comme patrimoine important. Je vous ai mis ici deux des critères importants qui font que la ville aujourd'hui est considérée comme une ville patrimoine. Le premier évidemment c'est l'urbanisme traditionnel avec des nouvelles méthodes de construction, celle du béton armé préfabriqué. Et puis bien sûr, l'aspect urbanisme, l'innovation dans l'urbanisme avec un certain nombre de zones qui sont très remarquables. Et je vous invite d'ailleurs à visiter la ville aujourd'hui qui est plutôt très agréable à vivre. Alors dans la même lignée que
ce reportage sur Le Havre en F-16 en 1944. On avait fait un autre reportage il y a quelque temps sur la bande de Gaza, sur un autre bombardement malheureusement très historique, celui-là puisqu'il est d'actualité, euh, avec des volumétries de bombes, etc. Je vous invite à regarder cette vidéo, je suis sûr qu'elle peut avoir un intérêt pour vous.